Bonjour et merci d'être venu à cette table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu est graphiste, scénographe. On le connaît surtout comme évidemment auteur de bande dessinée, auteur complet puisqu'il est dessinateur et scénariste. Et chacune de ces bandes interroge le média, celui vraiment de la bande dessinée, de l'impression, de l'objet livre, de la narration aussi spécifique de la bande dessinée, les paradoxes, la science et évidemment la logique. Et pour moi, une des grandes qualités, c'est qu'il y a un jeu de recherche qui pourrait finalement être expérimental, mais qui reste toujours ludique et donc extrêmement jubilatoire à lire. Et puis, à côté, il y a Sylvie Lenné, alors que l'on ne présente plus, mais bon, comme je dois le faire, je vais tenir le micro. Professeur en sciences de l'information et de la communication, et auteur de nombre de romans et nouvelles de science-fiction qui lui ont valu de remporter 3 prix Rony, un prix Bonne-Morane, Grand Prix de l'Imaginaire, et ainsi de suite. Enfin bon, je ne vais pas donner toute la liste, elle est extrêmement importante. Alors, en premier temps, on a souvent attribué à votre œuvre un certain nombre de qualificatifs et surtout on a établi des ponts avec des auteurs beaucoup plus classiques, généralement plutôt d'influence littéraire, à savoir, par exemple, Kafka. Kafka, c'est assez évident, ne serait-ce que par le nom d'un des personnages récurrents. Pérec, Buzzati, Borges, Pessoa. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cet héritage littéraire? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que vous l'assumez? Ou alors est-ce que c'est tout à fait fortuit? Quelle est votre relation par rapport à cela? Non, bien sûr, il n'y a rien de fortuit. C'est vrai que quand on découvre Borges ou Kafka quand on est adolescent et que ça marque forcément. Alors, encore faut-il évidemment être sensible à cette littérature-là, ou en tous les cas à ce climat. Parce que c'est vrai que Borges et Kafka, avant d'être des grands raisonneurs de l'existence et de la métaphysique, ils sont aussi des merveilleux écrivains d'atmosphère et de climat. Voilà. Et donc, même si on ne comprend pas tout Kafka quand on a 15 ans, il en reste certainement quand même une idée que c'est une personne qui a essayé d'aller sur le champ de l'ineffable. Et je pense que ça, c'est une chance de pouvoir découvrir ça jeune. Oui, et puis après, évidemment, avec les relectures, on a d'autres dimensions qui, notamment, peuvent échapper aux caricatures que l'on a sur le monde de Kafka. C'est pas forcément l'extérieur qui est kafkaïen, comme on dit, mais c'est tout simplement aussi l'individu qui fabrique son propre piège. Tout à fait, ouais. Et puis pour Borges, ce qui me plaisait beaucoup dans Borges, c'était le fait que, un peu comme d'autres auteurs, même comme Lovecraft, par exemple, la possibilité, le potentiel de ces écrivains-là, de pouvoir, justement, parler de paradigme ce matin, mais de pouvoir installer un paradigme entier en très peu de mots et très peu de phrases, donc avec des nouvelles. Et ça, il y a quelque chose de magique. On est dans de l'essence de littérature, on est vraiment dans du sucre, vous voyez, chaque mot compte, chaque virgule vraiment est là et pas ailleurs, donc ça c'est fort. Alors il y a l'influence littéraire, il y a aussi une influence de la BD assez évidente. Alors concernant le jeu sur les pages, évidemment on pense immédiatement à Fred et en fait au jeu même sur la planche et sur la page, sur l'objet livre, ça c'est très clair. Et puis aussi à un auteur de BD dont on parle insuffisamment et qui a aussi œuvré dans le monde de l'animation, notamment dans les années 70, qui est Francis Mas, qui lui aussi est un grand inventeur, mais pour des raisons qui m'échappent, moins connues que Fred.
Oui, parce que c'est normal, parce que déjà Fred est arrivé à un moment où dans la bande dessinée, on pouvait publier dans des journaux, et même si on n'était pas très populaire, c'est le cas de Fred, on pouvait quand même continuer à publier. Et le pilote des années 70 était tenu par un grand bonhomme qui s'appelait René Goscinny, et qui encourageait évidemment des gens comme Fred à ne pas arrêter, parce que Fred savait très bien qu'il était très peu lu, enfin, les Filémons, bon, il y avait un petit fan club, mais c'était vraiment pas du tout populaire. Et Goscinny disait toujours à Fred, ah, mais de toute façon on ne fait pas des bandes dessinées pour plaire aux gens, on fait des bandes dessinées pour que ça nous plaise avant tout à nous. Donc c'était vraiment quelqu'un avec une vraie éthique. Et si Mas avait œuvré à l'époque, dans les années 60-70, un peu comme Fred, je pense qu'il aurait été certainement peut-être plus populaire. Mais cela dit, Mas a quand même été très populaire aussi dans les années 70, puisqu'il travaille dans Charlie Mansuel, il a même bossé dans l'écho des savanes, dans Actuel, enfin, à un moment donné, Mas, il dessinait dans beaucoup de choses. Il a eu son moment, on va dire, de gloire dans un milieu un peu underground, un peu comme Crumb aux États-Unis. Oui. Mais ce qui est fort chez Francis Mas, c'est quand je l'ai découvert, c'est lui qui m'a véritablement montré que la bande dessinée était intéressante et qu'il y avait vraiment une aventure à vivre avec la bande dessinée. C'est que il m'a montré qu'on pouvait vraiment aller plus loin que la simple invention d'histoire. C'est-à-dire qu'avec Francis Mas, tout prend sens, à la fois la vie, la science, le héros, le personnage, le non-sens. Hein. Il y a une espèce de cohérence à la fois extrême et en même temps très profonde, avec plein de niveaux de lecture. Alors ça peut rebuter le lecteur parfois parce que c'est très touffu, vous voyez, c'est très, en plus son dessin est très fouillé, c'est truffé de détails, il faut vraiment rentrer dans Mas. Mais quand on est rentré dedans, on ne s'en sort plus. C'est vraiment très très fort. Ouais, c'est celui par qui je suis arrivé en bande dessinée. Je peux intervenir, je peux réagir. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je résiste autant que je peux à l'aspiration qui est créée par l'image qui défile, que vous avez sur l'écran, parce que ce qui défile a une capacité extraordinaire à procurer un espèce de vertige philosophique et métaphysique qui vous attrape vraiment au trip. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je pensais... Marc-Antoine Mathieu, moi je ne suis pas du tout une spécialiste ni de la bande dessinée ni de l'image. Maintenant, je peux vous dire que je suis extrêmement sensible à ce que fait passer ce texte qui justement est assez difficile à dire en mots parce que ça relève presque de la métaphysique. Dans une autre table ronde qu'on a eue ici, Florence Dupré-Latour disait que sa passion pour la bande dessinée tenait en partie au fait qu'il y avait des cases qui racontaient des choses ponctuelles et qu'il y avait tout un travail de reconstruction à faire du point de vue de ce qui se passait entre les cases. Marc-Antoine Mathieu, il fait quelque chose de bien pire parce que les cases, il les explose complètement et même ça est pulvérisé. Donc je suis très touchée par les mots qu'a eu Marc-Antoine Mathieu et je le ressens comme ça aussi. Si on a le même projet très ambitieux d'essayer de faire passer cette dimension, oui, je ne sais pas comment dire mieux que philosophique, métaphysique, l'infini, le trou noir, l'aspiration, le vertige philosophique que procurent certains auteurs qui ont été cités. Il n'y a sans doute que par la forme courte qu'on peut y arriver, parce qu'elle aussi, elle est très elliptique et qu'elle ne raconte pas. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, plus qu'on peut les évoquer en tant que ligne de force qui traverse l'image. Donc,